Dans ce paragraphe, on va définir l'énergie mécanique d'un système. L'énergie mécanique, c'est une énergie qui comporte l'énergie liée au mouvement. Ça, on l'a déjà rencontré, c'est l'énergie cinétique, liée à la vitesse du système, et l'énergie potentielle, qui va être liée à la position du système. Cette énergie mécanique va être susceptible de varier ou pas selon la nature des forces qui vont agir sur le système. On va donc classer ces forces en forces conservatives, qui vont conserver, préserver l'énergie mécanique, et non conservatives, qui vont faire varier l'énergie mécanique par leur travail. Alors une force appliquée à un système est conservative si son travail ne dépend que de la position de départ et de la position d'arrivée du système, et pas de sa trajectoire entre ces positions. Elle est non conservative dans le cas contraire. Le travail d'une telle force dépend du chemin suivi. Alors par exemple, le poids P, c'est une force conservative, car d'après son expression, le travail entre A et B du poids, c'est égal à mg, facteur de ZA moins ZB. Donc le travail du poids ne dépend que de l'altitude de départ et de l'altitude finale, et non pas du trajet que l'on a suivi pour aller du point A au point B. On a pu choisir de faire un trajet en zigzag ou d'y aller directement du point A au point B. Le travail de cette force vaudra toujours mg ZA moins ZB, et donc ne dépend pas du chemin suivi. Les forces de frottement, elles, ne sont pas conservatives, car leur travail va dépendre de la longueur du trajet entre A et B. Si je déplace une brique sur le sol entre un point A et un point B, le travail des forces de frottement qui s'exercent sur la brique vont être à l'origine d'un échauffement. Et cet échauffement va être d'autant plus important que le trajet pour aller du point A au point B va être important. Donc les forces de frottement ne sont pas conservatives, car leur travail va dépendre de la longueur du trajet pour aller du point A au point B. Donc il faut bien retenir que le poids est une force conservative et que les forces de frottement ne sont pas conservatives. On va voir dans ce paragraphe qu'à chaque force conservative, on peut associer une énergie potentielle. Le travail d'une force conservative, on l'a vu, ne dépend que des positions initiales et finales A et B du trajet. Ce travail peut alors s'exprimer comme la différence entre la valeur d'une grandeur, que l'on va appeler énergie potentielle, EP, prise en A, et la valeur de cette même grandeur prise en B. Alors ça ne sera pas possible pour des forces non conservatives puisque le travail de la force va dépendre du chemin suivi. On ne peut pas associer une énergie potentielle à une force non conservative. Alors on connaît une force conservative, c'est le poids, et donc on peut lui associer une énergie potentielle qu'on va appeler l'énergie potentielle de pesanteur. Donc si on reprend l'expression du travail du poids que l'on avait établi précédemment, le travail entre un point A et un point B du poids, c'est égal à M fois G que multiplie ZA moins ZB. On peut développer mg ZA moins mg ZB. Comment vient-on de définir l'énergie potentielle? Au travail du poids, on peut associer une variation d'énergie potentielle. Le travail entre A et B d'une force conservative, rappelez-vous, c'est l'énergie potentielle au point A moins l'énergie potentielle au point B. Donc je vais appliquer cette définition en disant que c'est l'énergie potentielle de pesanteur ici, puisqu'il s'agit du poids, au point A, moins l'énergie potentielle de pesanteur au point B. En identifiant, je vais pouvoir écrire que l'énergie potentielle du point A, c'est mgZA, et l'énergie potentielle du point B va être égale à mgZB. Il y a alors l'énergie potentielle du point A égale mgZA et l'énergie potentielle du point B, c'est égal à m fois g fois zb. Donc on peut définir l'énergie potentielle d'un point, l'énergie potentielle de pesanteur, va être égale à m fois g fois z, alors à une constante près. Alors pourquoi une constante près? Parce que si je rajoute une constante à l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur, mgz plus une constante, par exemple, que je prends égale à 2 joules, lorsque je vais faire à la ligne d'avant EPPA moins EPPB, lorsque je vais faire la soustraction, cette constante va disparaître et je vais bien retrouver l'expression mgza moins mgzb qui correspond au travail entre A et B du poids.
Ce qu'il est important de retenir, c'est l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur, EPP, d'un système de masse petit m qui est situé à l'altitude z et qui est donnée par la relation EPP égale mgz. Donc l'énergie potentielle de pesanteur s'exprime en joules, la masse en kilogrammes, G en newton par kilogramme et Z en mètres. Il vient qu'à l'altitude z égale 0, choisie comme référence, l'énergie potentielle de pesanteur va être nulle. Et bien faire attention, ici on a un axe OZ qui est vertical ascendant, c'est-à-dire qu'il est orienté vers le haut. La valeur de l'énergie potentielle de pesanteur va donc dépendre de l'origine que l'on a choisie pour l'axe OZ. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, l'énergie potentielle de pesanteur est définie à une constante près. Par contre, si l'on fait une variation d'énergie potentielle de pesanteur, cette constante va disparaître lors de la soustraction. Donc une variation d'énergie potentielle de pesanteur ne dépend pas du choix de l'origine de l'axe OZ. En pratique, on choisira comme origine de l'axe OZ le point qui correspond au point le plus bas de la trajectoire. Un petit exercice pour apprendre à manipuler la formule. Calculer l'énergie potentielle de pesanteur d'une voiture de masse m égale 1 tonne située à l'altitude z égale 10 mètres. Donc on applique la formule. L'énergie potentielle de pesanteur, c'est égal à m fois g fois z. Donc 1 tonne, on convertit en kilogrammes, 1,0 que multiplie 10 puissance 3, que multiplie l'intensité de pesanteur à la surface de la Terre, 9,81 que multiplie 10. Le résultat de l'application numérique donne 9,8 que multiplie 10 puissance 4 joules. Avec cet exemple, on comprend bien le qualificatif énergie potentielle de pesanteur. Imaginez que le câble qui soutient la voiture lâche, la voiture va tomber, elle va prendre de la vitesse et son énergie potentielle de pesanteur va être convertie en énergie cinétique. Alors il existe d'autres exemples de forces conservatives mais qui ne sont pas au programme. Vous avez ici l'exemple d'un objet qui est accroché à un ressort sur une table horizontale qui n'est pas représentée sur le schéma. Le ressort est comprimé. On voit bien que le ressort a emmagasiné de l'énergie du fait de sa position. Si on relâche le ressort, alors cette énergie potentielle élastique va pouvoir être convertie en énergie cinétique. L'énergie mécanique EM d'un système de masse petit m est la somme de son énergie cinétique EC et de son énergie potentielle de pesanteur EPP. Donc l'énergie mécanique c'est EC plus EPP, 1/2 de mv carré plus mgz. Donc bien sûr dans cette relation, chacun des termes s'exprime en joules. On va regarder dans ce dernier paragraphe comment l'énergie mécanique peut varier. C'est le théorème de l'énergie mécanique. On vient de voir que les forces pouvaient être classées en deux catégories. Le travail d'une force conservative ne va pas faire évoluer l'énergie mécanique du système. Elle conserve l'énergie mécanique. Alors que le travail d'une force non conservative va modifier l'énergie mécanique du système. Elle ne conserve pas l'énergie mécanique. D'où le théorème de l'énergie mécanique. La variation de l'énergie mécanique d'un système est égale à la somme des travaux des forces non conservatives. D'où l'expression mathématique, la variation d'énergie mécanique, qui est égale à l'énergie mécanique finale, c'est-à-dire l'énergie mécanique en B, moins l'énergie mécanique initiale, donc l'énergie mécanique en A, qui est égale à la somme des travaux entre A et B de toutes les forces, mais attention, des forces non conservatives. Bien sûr, dans cette relation, tous les termes s'expriment en joules. Le poids étant une force conservative, son travail n'est donc pas pris en compte lorsque l'on utilise le théorème de l'énergie mécanique. Alors on peut envisager deux situations où l'énergie mécanique se conserve, c'est la colonne de gauche, où elle ne se conserve pas, ça va être la colonne de droite. Commençons par la conservation de l'énergie mécanique. En l'absence de forces non conservatives, ou bien lorsque les forces non conservatives ne travaillent pas, l'énergie mécanique se conserve. La variation d'énergie mécanique est égale à 0, ou alors on peut écrire que l'énergie mécanique en un point B est égale à l'énergie mécanique en un autre point de la trajectoire, le point A, ce qui revient à dire en fait que l'énergie mécanique reste constante. Prenons le cas d'une perchiste lorsqu'elle retombe de son saut. La perchiste est considérée en chute libre, c'est-à-dire soumise qu'à son poids, si on peut négliger l'action de l'air, ce qui est bien vérifié.
Elle n'est alors soumise qu'à son poids, et rappelez-vous, le poids c'est une force conservative qui va conserver l'énergie mécanique. Donc l'énergie mécanique va rester constante au cours de sa chute. Les courbes représentent les évolutions des différentes énergies au cours de la chute de la perchiste. On voit d'abord que l'énergie cinétique augmente, c'est cette courbe-ci. Au fur et à mesure que la perchiste va retomber, sa vitesse va augmenter, donc son énergie cinétique va augmenter. L'énergie potentielle de pesanteur, elle, va diminuer. L'énergie potentielle de pesanteur a pour expression mgz, donc elle varie comme l'altitude. Lorsque la perchiste descend, z diminue, donc l'énergie potentielle de pesanteur qui est égale à mgz diminue. Mais par contre, la somme de ces deux énergies reste constante, c'est l'énergie mécanique. Donc au cours de la chute, on voit que la perchiste perd de l'énergie potentielle de pesanteur, mais que cette énergie potentielle de pesanteur qui est perdue est intégralement convertie en énergie cinétique. Et la somme des deux énergies reste constante, c'est l'énergie mécanique. Une autre illustration avec le mouvement d'un projectile dans le champ de pesanteur. On va commencer par prendre un projectile pour lequel l'action de l'air va pouvoir être négligée. Pour cela, il faut prendre un projectile qui a un rayon qui est petit et qui a une masse très importante. Donc un objet qui est petit et dense. Je vais lancer le projectile et on voit apparaître sur le graphique de droite les évolutions des énergies mécaniques en gris, cinétique en rouge et potentiel de pesanteur en fonction du temps. On voit que l'énergie potentielle de pesanteur augmente lorsque le ballon monte et puis rediminue lorsque le ballon descend. L'énergie potentielle de pesanteur, c'est mgz. Ici, c'est plutôt mgy, puisque l'axe vertical ascendant s'appelle y. Donc, l'énergie potentielle de pesanteur varie comme l'altitude y du ballon. On a la courbe rouge qui représente l'énergie cinétique. On a donc d'abord une diminution de l'énergie cinétique. En effet, lorsque le ballon monte, il perd de la vitesse, donc son énergie cinétique diminue. Et puis, une fois le sommet de la trajectoire passé, il va redescendre, reprendre de la vitesse, donc son énergie cinétique va réaugmenter. Et on remarque que l'énergie mécanique reste constante, qui est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle de pesanteur. Lorsque le ballon monte, il gagne de l'énergie potentielle de pesanteur et perd de l'énergie cinétique, et lorsqu'il va retomber, il perd de l'énergie potentielle de pesanteur qui est reconvertie en énergie cinétique. Maintenant, si je prends le cas d'un projectile pour lequel l'action de l'air ne va pas pouvoir être négligée, c'est le cas par exemple d'un ballon de plage qui a un rayon très important et une masse très faible de quelques grammes. Je vais lancer ce ballon. Alors ce sont les trajectoires et les courbes qui apparaissent en gras. Le ballon de plage, on voit qu'il va beaucoup moins loin maintenant et que son énergie mécanique n'est plus constante. C'est la courbe qui est en gras sur le graphe de droite. Donc on voit que l'énergie mécanique diminue très rapidement, ainsi que l'énergie cinétique du ballon. Donc dans cette situation-là, les forces de frottement ne sont pas négligeables, les forces de frottement ne sont pas une force conservative, donc l'énergie mécanique va diminuer très rapidement. Alors le cas du ballon de plage, c'était une illustration de la non-conservation de l'énergie mécanique. S'il y a des forces non conservatives, comme les frottements avec le ballon de plage, et si la somme des travaux de ces forces est non nulle, alors la variation d'énergie mécanique, c'est-à-dire l'énergie mécanique finale moins l'énergie mécanique initiale, est égale à la somme des travaux de ces forces non conservatives. Lors de son décollage, une fusée est soumise à son poids, qui est une force conservative, et à une force de poussée, qui est une force non conservative. On néglige ici l'action de l'air. Donc la variation d'énergie mécanique de la fusée va être égale au travail de cette force non conservative, au travail de cette force de poussée. La force de poussée est exercée vers le haut, la fusée se déplace vers le haut, donc le travail entre A et B de cette force de poussée va être positif. C'est un travail qui est moteur. Ainsi, delta EM va être positif, la variation d'énergie mécanique va être positive, l'énergie mécanique va augmenter. La fusée monte, donc son énergie potentielle de pesanteur augmente. Et ici, elle prend de la vitesse, donc son énergie cinétique augmente. Donc dans cette situation, l'énergie mécanique EM du système ne se conserve pas.